Cléo, je pense que tu as X, Y, Z compétences. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, le modèle pour identifier les compétences d'une personne, c'est ce qui nous a permis de lancer rapidement notre produit Workleap Skill sur le marché, qui est un outil qui permet d'analyser les compétences puis de montrer à une personne quel est ton prochain poste dans l'entreprise, de te permettre de voir un peu quelle peut être ton évolution. Et chaque étape est très difficile, puis les étapes se ressemblent pas. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. Alors ça y est, c'est le moment de l'année où on ouvre à nouveau les portes du Mastermind Hypercroissance. Si vous êtes un entrepreneur qui cherche à maximiser le plein potentiel de votre organisation, à s'entourer des meilleurs et à mettre en place les nouvelles pratiques d'affaires pour passer au prochain niveau, le Mastermind Hypercroissance est ce qu'il vous faut. C'est un programme sur 1 an qui inclut des ateliers trimestriels en personne, 6 demi-journées virtuelles avec des conférenciers et du coaching privé à travers tout ça. C'est un programme exclusif qui réunit un réseau d'entrepreneurs ambitieux et sans ego. Vous aurez du soutien continu pour vous et vos équipes. C'est d'ailleurs ce qui différencie le Mastermind des autres groupes d'entrepreneurs, car vos équipes de direction seront impliquées dans les rencontres trimestrielles pour partager les meilleures pratiques et apprendre les uns des autres. Si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi pour en discuter. Tous les détails pour vous inscrire sont dans la description de l'épisode. Catherine Ouellet-Dupuis, bienvenue. Merci de me recevoir. Hein? Très contente que tu sois ici. Donc, Catherine, ton rôle est chef de la stratégie du développement corporatif chez Workleap. Anciennement connue, parce que moi, j'en ai parlé beaucoup avec mes clients, de la plateforme Office Vibe qui a changé de nom. Donc, un super beau rôle. Tu dois être contente. Oui, définitivement. Quand on a un rôle comme ça, on s'ennuie pas. Tous les jours est différent. Puis même, ça fait bientôt 8 ans que je suis chez Workleap, puis j'ai l'impression d'avoir vécu 8 compagnies différentes pendant ces années-là. Quand on est dans une entreprise en haute croissance, là, ça change beaucoup. Donc, oui, définitivement. Fait que c'est clair qu'aujourd'hui, tu vas nous parler de l'hypercroissance de Workleap, hein, puis que tu as parlé. Mais moi, en fait, ce qui m'a surpris quand j'ai regardé, je me suis préparée pour notre entrevue, c'est la définition un peu de Catherine, comment je la vois. C'est vraiment une leader audacieuse qui n'a pas peur d'initier le changement en tant que femme. Mm-hmm. Alors ça, c'est ce qui m'interpelle encore plus. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup Simon dans les réseaux sociaux, tout ça qui parle de l'entreprise, mais là, on a la femme derrière toutes ces fusions-acquisitions-là que vous avez fait dans les dernières années. Mais moi, j'aime toujours connaître l'être humain derrière le titre de chef de stratégie et développement. C'est un beau titre, mais je voudrais savoir qui est Catherine. Et juste avant de débuter le podcast, tu nous as parlé que tu venais de Charlevoix, tu avais des parents impliqués. Fait que raconte-moi un petit peu d'où tu viens, c'est quoi ton histoire? Mm-hmm. Puis définitivement, les origines, ça teinte beaucoup l'histoire par la suite. Là. Donc oui, je viens de la Malbaie dans Charlevoix. Je suis née dans la nature, puis... la nature, ça a été justement un grand point d'ancrage dans ma vie parce que des fois, dans toute la folie, on a besoin d'un endroit où se retrouver. Donc, d'avoir eu le privilège d'être née en nature, ça m'a trouvé un point pour revenir quand j'ai besoin de prendre un pas de recul. Donc, oui, je viens de la Malbaie dans Charlevoix, de parents qui sont tous dans le domaine médical, de la famille dans le domaine médical, mais très impliqués dans la communauté. J'ai toujours vu mes parents comme étant des gens avec 2 chiffres, le chiffre de jour, puis après le soir, très, très, très impliqués. Là. Donc, par exemple, mon père a fondé le musée de Charlevoix.
Ma mère a fondé la Virée Nordique, qui est un événement de ski de fond avec un triathlon d'hiver pour les jeunes, pour les faire bouger. Donc, juste quelques exemples comme ça, mais Oh. ça bougeait dans mon équipe quand j'étais dans mon équipe, dans ma famille. Dans ta famille. Mais en fait, ça fait toute une équipe qui est impliquée pour la communauté, hein, dans ce sens-là. Est-ce que toi, tu as des frères, des sœurs? Oui, j'ai une jeune sœur. OK. Ouais. Et là, tu as dit que tes parents étaient beaucoup plus dans le milieu médical. Et toi, tu as fait des études en quoi? Vraiment, j'aurais aimé ça, suivre le chemin de mes parents, mais c'était vraiment pas du tout ma voie. C'est vraiment leur deuxième job qui m'inspirait. OK. J'ai toujours été un peu... J'ai toujours senti que j'avais une fibre entrepreneur. Je me sentais pas nécessairement... J'avais pas l'impression d'être... je me voyais pas nécessairement comme étant une chef d'entreprise ou une leader quand j'étais jeune. Là, mais j'avais le goût de faire partie d'une histoire d'une entreprise. Donc, c'est ça un peu qui m'interpellait. Donc, j'ai commencé mes études en affaires à McGill. Oui. Mais je me disais, peut-être à cause de ce parcours médical-là de mes parents qui était un peu en arrière de ma tête, je me disais, je me sens pas prête à aller tout de suite en entreprise. Je me sentirais plus confortable si j'avais des compétences techniques un peu à porter à la table. On dirait que ça me donnerait plus confiance d'arriver puis dans ces entreprises-là. Donc, j'ai décidé de faire des études en finance pour commencer. Puis, j'ai débuté comme ça à McGill. Puis, j'ai travaillé en finance à Toronto puis à Hong Kong par la suite. Là, j'ai bougé beaucoup dans ma vingtaine. On dirait que je venais de Charlevoix puis j'avais quand même l'impression que mon univers était petit. Donc, aussitôt que je suis arrivée à McGill, puis la petite fille de Charlevoix qui parle pas du tout anglais, qui, du jour au lendemain, a un univers qui s'élargit, j'avais le goût vraiment d'exploser mes frontières. Donc, je suis allée travailler. J'ai vécu 2 ans en Chine par la suite. Mais raconte-nous un peu, c'était comment? Parce que là, tu avais quel âge quand tu es allée à Hong Kong? En fait, la première fois que je suis allée à Hong Kong, j'avais 17 ans. J'ai été vraiment chanceuse. Des fois, là, il y a vraiment définitivement la vie, là, il y a un mélange de chance puis de positionnement. Mon père m'a toujours dit, ma fille, il faut que tu te mettes en position de. Okay. Donc, il me disait jamais en position de quoi, mais dans le fond, c'était un peu en position d'avoir des opportunités. Puis, donc, quand j'étais au cégep, il y avait un groupe de jeunes entrepreneurs. Puis, je me suis dit, je vais essayer ça. Puis, je vais me donner à fond. Puis, c'était vraiment entrepreneur de base. Je pense qu'on faisait des colliers, puis on essayait de vendre ça dans la rue. Là, donc, mais bon, en tout cas, en même temps, ça m'a fait apprendre. Faut commencer quelque part. Faut commencer quelque part, définitivement. Exact. Puis mon coach à l'époque m'avait dit, écoute, t'as l'air d'avoir de la drive, puis pourquoi tu fais pas les sélections pour le programme de Junior Team Canada, qui était un programme à l'époque de mission économique, plutôt pour les jeunes à l'université, mais il acceptait des jeunes au cégep. Hein. Puis ça permettait à des jeunes d'être exposés à une mission économique du gouvernement à l'extérieur. Puis moi, petite fille de la Malbaie qui parlait pas vraiment anglais, j'ai eu la chance de faire la mission économique en Chine quand j'avais 17 ans. Puis ça a définitivement été un point tournant pour moi dans ma vie, ça, parce que, de un, les jeunes qui étaient là, vraiment, c'était pas des jeunes que j'étais habituée de côtoyer. C'est des jeunes qui avaient pas froid aux yeux, qui étaient habitués de foncer. Puis d'ailleurs, je suis encore amie avec ces gens-là aujourd'hui. Ça a été vraiment... on dirait que je venais de trouver mon monde. Oui. Puis c'est ça par la suite qui m'a confirmé que je voulais aller en affaires par la suite. Là, j'avais déjà cette petite idée-là, mais de les côtoyer, je me suis dit, ça c'est ma gang. Puis donc, mon premier contact a été là pour la Chine. Puis par la suite, quand j'ai fait mon bac, j'ai décidé de faire, dans le fond, 2 ans à McGill et 1 an en Chine de mon baccalauréat. Oui. Puis par la suite, après avoir travaillé 1 an à BMO à Toronto, je me suis dit, il me semble qu'il faut que je retourne en Chine. Je veux vivre qu'est-ce que c'est l'expérience de travailler en Chine. Donc, puis à cette époque-là, j'avais été acceptée en droit à McGill. Donc, je savais qu'après ça, je m'enracinerais un petit peu plus à Montréal. Donc, je me suis dit, OK, là, je me fais un petit cadeau. Je m'en vais travailler 1 an à Hong Kong. Puis, ça a été Finalement, ça a été 2? Pardon? Mais ça a été 2 ans? Une première année de mon baccalauréat, quand j'ai fait 1 an de mon bac, puis après ça, un an par la suite, là, en 2009. En 2009. Oui.
C'était comment travailler là-bas? C'était définitivement dans ces années-là, Hong Kong était un petit peu la plaque tournante là, de l'investissement. Là, à cette époque-là, là, en 2000, je te dirais, entre 2005 et 2010, c'était vraiment des années de grande effervescence à ce moment-là à Hong Kong. Donc, dans ces années-là, là, si tu veux être cool, tu travaillais en investment banking à Hong Kong. Là, c'était plus à New York, là, the cool thing, c'était Hong Kong. C'était les années de folie, de grands investissements qui passaient par là. Hong Kong a beaucoup changé depuis ces moments-là. On voit les manifestations pro-démocratie. On voit le gouvernement chinois qui a quand même resserré, dans le fond, les mesures à Hong Kong. Donc, c'est quand même c'est une ville qui a beaucoup changé depuis que j'étais là. Mais à l'époque, vraiment, là, c'était une plaque tournante. La Chambre de commerce canadienne là-bas était la chambre de commerce qui avait le plus de membres. OK. Puis évidemment, c'est pas l'endroit du monde où il y avait le plus de Canadiens à cette époque-là, mais être un Canadien en Chine, tu avais le goût de te retrouver, dans le fond. Puis la Chambre de commerce canadienne était vraiment un endroit où vraiment, là, moi, j'avais début vingtaine, puis là, je me retournais, puis j'avais le numéro 2 de la Banque Royale avec qui je prenais un verre. Donc, tout le monde un peu passait par là parce qu'il y avait beaucoup d'investissements en Chine à cette époque-là. Donc, ça a été... J'imagine très formateur. Très formateur, définitivement. Puis dans ton désir d'être exposé à quelque chose de plus grand que nature dans le monde financier ou d'entrepreneur, d'aller à Hong Kong, c'est comme tu te retrouves ailleurs, mais en même temps, tu as dû développer comme des compétences ou pas avoir peur de foncer. Tu sais, quand on parle de leader audacieux, c'est un peu ce qui me venait en tête quand je lisais ta biographie. C'est un peu ça, là. Oui, définitivement. Puis je pense qu'il faut être exposé aussi. Puis moi, c'est ce que je recherche. Moi, on en parlait un petit peu avant que le podcast commence. Là, moi, je suis à la recherche d'amis. Moi, j'adore... Je veux trouver des gens qui vont me tirer vers le haut. Puis là, je tombe en amour avec une personne. Puis là, je veux la suivre, je veux apprendre d'elle. Puis définitivement, à Hong Kong, c'était des gens qui étaient là, qui n'avaient pas froid aux yeux. Puis c'est des gens qui m'ont inspiré par la suite à voir un peu... Dans ce temps-là, à Hong Kong, on disait, c'est en anglais, là, mais « the world is your oyster », dans le sens que tout est possible. Donc, d'avoir très jeune, le début vingtaine, d'avoir cette mentalité-là que tout est possible, c'est sûr que ça change une carrière. C'est en cohérence aussi avec l'éducation que tu as eue, que ton père dit « mets-toi en position de », dans le sens que tout est possible. Et là, tu reviens, tu fais tes études en finance, tu es dans le banking, tout ça, tu es dans le hip de tout ce qui se passe, mais tu décides de retourner aux études et faire un bac en droit. Oui. Mais quand on dit prendre des risques puis suivre un peu son intuition, je suis très contente d'avoir fait mes études en finance, mais c'est sûr que, alors que je trouve le monde de la finance fascinant, mon day-to-day, c'était de faire des fichiers Excel de 8 heures le matin à 2 heures du matin le soir. Puis moi, je suis une grande travailleuse. Là. J'aime ça travailler. Mais oh là là, que c'était pas... C'était pas toi. C'était pas moi de faire des fichiers Excel. Moi, j'ai besoin d'être avec les gens. J'ai besoin d'être plus proche de l'entreprise. Je trouvais que c'était très théorique à ce moment-là dans le travail. C'est sûr que plus tu montes en investment banking, plus là, t'es proche des clients, t'es proche de leur histoire. Mais là, tout ce que je faisais du matin au soir, c'est des fichiers Excel. Puis je me disais... Je revenais à j'ai le goût d'être en entreprise, puis j'ai le goût d'avoir quelque chose à offrir à l'entrepreneur. Puis, en toute humilité, je me suis dit, je pense pas que c'est ça qui va faire que je vais faire la différence pour une entreprise. Puis, dans mes interactions avec les autres joueurs en investment banking, on dirait que je passais du temps avec les avocats, puis je me disais, il me semble que c'est plus moi, ça. Ils pensent un petit peu plus conceptuel. J'ai l'impression que ça serait une meilleure porte pour moi. Donc, à 25 ans, j'ai décidé d'aller faire mon droit à McGill. Puis là, après ça, j'ai vraiment trouvé un peu ma voie par la suite. Là. J'ai travaillé chez Stikeman Elliott. Puis dès le jour 1, puis peut-être j'étais un petit peu plus vieille aussi là, quand j'ai commencé mon stage chez Stikeman Elliott à 28 ans, donc j'avais peut-être un petit peu plus d'expérience de vie, mais dès le jour 1, on m'a envoyé chez les clients. Je faisais beaucoup des fusions-acquisitions, donc souvent je représentais l'acheteur, on achetait une compagnie, donc je rentrais dans la compagnie. Puis là, il fallait que je comprenne en quelques jours, quelques semaines maximum comment ça fonctionne cette entreprise-là, où sont les risques. Mais ton background de finance devait
énormément Exactement. t'aider, là. Oui, oui, Puis oui. j'imagine aussi que quand tu as fait ton droit un peu plus tard, tu avais des lunettes différentes aussi. Tu sais, tu le voyais dans une perspective d'ajouter de la valeur dans ton travail futur. Oui, définitivement. Puis aussi c'était plus intentionnel. Oui, On dirait que je me disais à la finance, c'est la bonne chose à faire à l'époque. Là, c'était très bien vu de devenir un investment banker. Puis aussi, je voulais foncer, je voulais avoir des bonnes notes. Pas que je voulais pas avoir des bonnes notes en droit, mais je le faisais plus pour moi. oui. Puis là, j'en ai vraiment profité pendant mon baccalauréat. Puis j'ai l'impression de pas chercher à avoir des bonnes notes, mais de plus chercher à comme, j'ai le goût d'apprendre pour moi. C'est mon cadeau à moi de revenir à 25 Donner ans. du sens à ce que tu fais puis à ce que tu veux Exactement. contribuer. Oui, je Mhm. comprends. Puis, ben, tu sais, moi, je viens d'une famille de médecins aussi, là, tu sais, donc... On se comprend. On Là. se comprend, Oui. là, tu sais. Puis moi, j'ai été poussée solide, là. Puis si t'étais pas Mhm. médecin, ben, tu t'étais rien, là, tu sais, Mhm. pratiquement, là. Fait que on a tous été très, très poussés. Mais en même temps, ça a du bon. Tu sais, moi, mon père me disait tout le temps, il faut viser la Lune pour devenir une étoile, là, tu sais, Ah, dans le wow, mon sens Dieu, que, c'est tu sais, tellement beau. ben c'est ça, tu sais, même Mm. même si t'atteins pas la Lune, tu vas être une étoile. Et vois-tu, moi, j'ai voulu faire plaisir à mon père, fait que j'avais été acceptée à McGill en finance. Et finalement, mon père était, bon, tu sais, professeur, directeur du département d'obstétrique et gynéco à l'Université Laval. Ça coûtait rien, fait que tu t'en vas à l'Université Laval. J'ai été en microbiologie, j'ai fait un bac en microbiologie. Ah, wow. Et là, il dit, ben là, bac en microbiologie, ça veut rien, il faut que tu fasses une maîtrise, un doctorat. Là, je dis, I'm gonna die, tu sais. Incroyable. Et là, j'avais fait un stage à la Ville de Québec, analyser les autres piscines. Il y avait 227 piscines. Il y a-tu du Escherichia coli, du staphylocoque, tu sais, là, j'étais comme, oh my God. Et là, j'ai découvert le génie chimique. Fait que là, j'ai dit, parfait, je vais condenser mes 2 bacs au lieu de 7 ans, 6 ans. Mais toujours dans le but de prouver. Tu comprends? Tu sais, montrer que j'ai des études. Fait que là, je vais être ingénieur. Je suis encore dans le tableau de l'ordre des ingénieurs. Je suis ingénieur chimiste, microbiologiste. Ah oui, wow. Bac en Je connais physique. tout ça, ton parcours. Fait que, Oui. tu sais, bac en sciences, bac en génie. Mais là, à un moment donné, là, c'est beau, là, mais qu'est-ce que j'aime, moi? Fait que je reviens à ton mot de trouver son intention. C'est pas facile quand on a, je pense, des parents qui ont une très belle carrière, des gens qui ont un succès, qui en même temps sont une très belle inspiration qu'on veut pas décevoir. Puis ils veulent. C'est le milieu qu'ils connaissent, puis Exact. ils veulent qu'on Exact. réussisse. Puis il y a aussi un petit peu l'aspect chez les femmes de la bonne élève, Oui, de dire ah ben là ça c'est la bonne chose à faire. Exact. Puis là je vais travailler fort, je vais avoir des bonnes notes. Puis c'est vraiment une de nos grandes forces d'être une bonne élève les femmes parce Oui. que ça fait que on livre de la valeur extraordinaire en entreprise, on est fiable, on est responsable, mais des fois ça nous nuit oui. parce Parce qu'on qu'on est trop bon élève alors qu'on Ouais. devrait peut-être plus profiter des opportunités qui se présentent à Définitivement. nous, etc. Moi, j'ai pas tant été une bonne élève. J'aimais beaucoup la bière, par exemple, à l'université. Le pavillon Vachon, je l'ai beaucoup exploité à l'époque. Mais non, je fais des blagues, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a ce désir-là de plaire, je pense, tu sais, qui est très fort. Mais là, c'est le fun parce que toi, tu sais, moi, j'ai travaillé 10 ans dans le pharmaceutique et quand mon père est décédé subitement à l'âge de 56 ans d'une hémorragie cérébrale, là, j'ai commu l'espèce C'est là que tu de... t'es permis. C'est là que je me suis permis de dire, Wow. OK, qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie? J'aime le coaching et j'ai parti mon entreprise quand j'étais enceinte de mon fils. Wow. Fait que, tu sais, tu comprends, mais là, je trouve ça intéressant, toi, parce que tu as 25, là, tu as 28, je termine mon droit, fait que tu es encore quand même jeune. L'intention est venue comme rapidement. Et là, quand tu arrives à 28 ans, qu'est-ce qui se passe? Tu commences dans tes merge and acquisition, les fusions-acquisitions. Puis je vais peut-être faire un retour, dans le fond. Mais moi, je suis quand même une petite bébête en entrepreneuriat. Là. On l'a pas nommé, mais pendant mes études, là, j'étais du genre à partir des comités tout le temps. Puis quand je suis revenue en 2010 pour faire mon droit à McGill, je me disais... Là, moi, j'arrivais de Hong Kong, de brasser des affaires. Puis là, je me disais, c'est pas vrai que je vais juste, à 25 ans, revenir à l'école. Donc, je me cherchais un petit peu mon projet. Puis, un de mes bons amis qui s'appelle Chris Bourque, qui est partner chez White Star maintenant, qui travaillait pour Charles Sirois à l'époque, qui est le fondateur de Télésystème. Il m'invite à la conférence de Charles Sirois qui parlait de Ashoka. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est un programme de coaching pour entrepreneurs en Afrique. Okay. Donc, il disait, moi, je veux aider les gens dans certains pays en Afrique, puis
il y avait différents points dans différents pays, puis je veux les coacher, là, je veux les aider à bâtir des entreprises fortes. Puis là, pendant sa belle conférence, tout le monde applaudissait. Puis là, mais moi, je lève la main, puis je dis, mais là, au Québec, on a encore du chemin pour développer notre communauté entrepreneuriale. Charles, ça te tente pas d'amener ça ici? Oui, c'est ça. Tu vas aider l'Afrique, mais nous, ici. Oui. Puis là, il a dit, mais là, moi, je commence à être vieux, là, comme, vous pouvez partir ça, là, c'est à vous, là, comme... OK. Puis, donc, moi et Chris, après ça, on sort de la conférence, on jase un peu, puis on se dit, mais il a raison, pourquoi on partirait pas quelque chose? Donc, en 2010, moi et Chris, on a décidé de partir comité pour entrepreneurs. Dans ce temps-là, là, on était deux financiers, avocats, là, on n'était pas super bons en branding, là, fait qu'on a appelé notre truc comité pour entrepreneurs. Puis bref, ce qu'on faisait, c'est que on faisait 2 cohortes par année, une en hiver, puis une en automne. Puis on choisissait à peu près 5-6 entrepreneurs, puis on les matchait avec un groupe de professionnels qui leur donnait 3 mois de services professionnels gratuitement. OK. Puis selon leur problématique. Ça pouvait être droit, marketing, on a trouvé des gens de branding. Des gens de branding pour vous aider. Branding, ressources humaines. Puis justement, dans notre réseau, on réalisait dans les gens dans la vingtaine, souvent, ils manquaient d'être plus exposés aux entrepreneurs puis de se faire les dents. Donc, on avait beaucoup de monde qui voulait participer à ces programmes-là. Donc, on a fait ça pendant 5 ans, comité pour entrepreneurs. Puis bon, je pense qu'on comblait aussi un trou dans le marché. Puis là, éventuellement, là, il y a eu vraiment, là, il y a quand même eu un mouvement là, au Québec depuis ce temps-là. Puis il y a beaucoup plus de support aux entrepreneurs. Mais on a fait ça pendant 5 ans. Puis d'ailleurs, on a des super belles business. Nous, on faisait ça, là, vraiment. Moi, je faisais ça sur le côté pendant mon bac. Oui. Puis on a des super belles business qui sont partis de là. Donc, j'ai fait ça, puis ça m'a permis de rencontrer LP Maurice, qui est le PDG de BuzzBud, qui m'a dit « Hey, Catherine, j'aime ça, t'as de la drive. Pourquoi on partirait pas Startup Open House, qui étaient les portes ouvertes des startups. » Donc, pendant 3 ans, pendant une soirée, les startups montréalaises ouvraient leurs portes au public. Donc, tu pouvais rencontrer un fondateur d'entreprise, voir c'est quoi un start-up. On voulait démystifier qu'est-ce que c'était être un start-up. Puis Workleap, qui était à l'époque, GSoft était une des entreprises qui participait à Startup Open House. Donc, je fais juste un petit parallèle à tout ça. J'ai fait une petite parenthèse parce que ça a été... je savais que j'y reviendrais. OK. Donc, fait que dans ces visites-là, tu es allé voir GSoft, la gang de GSoft, puis tu as dit un jour, je vais travailler là, ou un jour, qu'est-ce qui t'a interpellé? Pas nécessairement, mais je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose, un peu comme quand je me suis dit, hey, là, il faut que j'aille en Chine. Il y a quelque chose là à apprendre. Il y a quelque chose qui se passe. Voix là, qui te dit, il y a quelque chose qui se passe là. Ouais. OK. Mais là, je devais... ça, c'était un petit peu dans ma période... c'était pendant mon bac. Puis là, je voulais faire mon stage à Stikeman, puis je voulais devenir une bonne avocate. Donc là, par la suite, je suis allée chez Stikeman pour vivre ma vie d'avocate, puis devenir vraiment... je voulais devenir une bonne avocate. Puis là, c'est 4 ans après que là, Workleap, qui était à l'époque GSoft, se cherchait une avocate pour... une avocate. Puis là, ils m'ont appelé, puis ils m'ont dit « Ah, t'es une avocate, mais pas vraiment une avocate. » Puis c'est exactement ce qu'on a besoin en tech. La dernière chose qu'on a besoin, c'est quelqu'un qui va nous mettre un bâton dans les roues. Mais on a besoin de quelqu'un qui va nous aider justement à naviguer toute cette complexité-là. Donc, c'est ce qui a fait le pont. Donc, je faisais un petit peu... Mais c'est le fun, c'est le fun. Alors là, dans tout ce parcours-là, tu sais, comment tu définis... Moi, j'apprécie beaucoup ton mot « intention ». Tu sais, as fait ton droit pour trouver l'intention. Mais là, quand tu te fais appeler par Workleap, à l'époque du GSoft, comment tu vois ça? Tu sais, comment... Parce que, tu sais, on voit que tu es très connecté à tes valeurs, tu veux t'entourer des bonnes personnes. Fait que, tu sais, comment tu as fait le saut? Mais c'est sûr que j'avais vraiment le vent dans les voiles à cette époque-là chez Stikeman. Puis là, c'est sûr que, bon, quand tu rentres dans une direction, là, je m'investis beaucoup. Puis je pense que j'avais un petit peu la carte encore... un petit peu
la bonne élève, elle revient des fois. Des fois, tu es capable de la maîtriser, Oui. puis là, des fois, elle revient, puis je me dis, mais en même temps, est-ce que est-ce que c'est la bonne chose? J'ai une voie tracée pour moi chez Stikeman. Je sentais que c'est ce que j'avais Parce à que tu peux faire. devenir associé avocat. Là. On a reçu Pierre-Philippe Taché, qui est chez BCF, qui, lui, a tout monté les échelons, comme avocat et tout. Puis là, il est rendu vraiment, dans les associés seniors et tout. Mais c'est une belle voie aussi. C'est vraiment une voie où tu as quand même un impact. Pour moi, la notion d'impact est quand même vraiment importante dans ma vie. Là, je veux sentir que j'ai quelque chose à contribuer. Donc, je me suis dit, à une certaine époque, je me disais que c'était ça. Je le sens en même temps. J'ai mon petit côté bon élève. Je me disais, est-ce que c'est la bonne chose? Puis j'ai mon côté un petit peu comme un peu imposteur aussi, de dire comme, est-ce que je suis prête à faire ce saut-là? Mais là, j'ai fait ce que je fais quand j'ai besoin d'avoir un petit moment de réflexion. Je suis allée en nature. Là, j'allais prendre une grande marche. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je sens? C'est quoi mon intuition? Puis qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Puis qu'est-ce que je ressens en ce moment comme émotion? Puis je me disais, j'ai un peu un stress. C'est un grand risque, dans le fond, que je prends dans ma carrière. Donc, c'est ça qui me ralentit. Mais finalement, je le sens dans mon cœur que c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai fait le saut. Puis là, c'est sûr que les associés me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas gâcher ta carrière. À ce moment-là, Workleap n'était pas trop connu, mais je me disais, c'est le saut à faire. Des compagnies comme ça, la réalité, même encore aujourd'hui, des compagnies comme Workleap, il y en a peut-être 5 au Canada. C'est extraordinaire ce que Workleap est devenu. Donc, je me suis dit, je peux pas manquer ce bateau-là. Puis, je sentais vraiment beaucoup de place pour moi pour évoluer. Je sentais que ça serait mon terrain de jeu. Puis justement, ils m'avaient approché pour un rôle d'avocate. Puis je leur ai dit... je leur avais dit, mais c'est pas vous cherchez pas une avocate. Vous cherchez quelqu'un qui va partir une pratique un département juridique qui va vous accompagner vraiment dans vos ambitions, puis qui va enlever les obstacles. Puis voici un plan d'affaires, justement, que j'ai fait pour la pratique que je veux monter. Wow. Donc, puis je voyais qu'il y avait de la réception à ma l'ouverture, puis de dire, regarde, embarque dans l'aventure. Exactement. Donc, je sentais que c'était la bonne chose pour moi. Puis définitivement... 8 ans après, c'était encore un des meilleurs choix de la vie. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression de faire un saut dans le vide. Mais en même temps, quand on connaît un peu ton histoire, tu pouvais pas être une avocate dans un bureau. Tu comprends-tu, une avocate dans un bureau d'avocat, puis juste devenir associée, mais semble que ça représente pas l'entièreté de Catherine. Oui. Mais c'est pas... c'est très bon, là, mais ce que je veux dire, mais si on parle de ton background, tu as le côté entrepreneur très fort. Il fallait que tu sois dans une aventure un peu entrepreneuriale, d'hyper-croissance, qui te challenge, qui t'amène ailleurs, qui te stimule. Oui, bien, c'est ce que j'ai réalisé. J'ai vraiment adoré mes années comme avocate. Je me sentais hyper stimulée. J'ai tellement appris. J'ai eu des associés incroyables. Mais c'est vrai que parfois, alors que pour certaines personnes, c'est ça, eux. Ils sont comme ça. J'avais l'impression d'un petit peu porter un masque. Donc, puis vraiment, j'ai l'impression que chez Workleap, là, ça fait 8 ans, mais... Là, tu es dans le 360. Là, tu vas probablement utiliser toutes tes compétences. Exactement. Puis là, je sens qu'il y a beaucoup de place pour la Catherine Ouellette-Dupuis que je suis, avec tout ce qu'elle a, avec toutes ses facettes aussi. Catherine, qui est passionnée du droit, mais aussi des affaires, qui veut faire la stratégie, qui veut faire du M&A, mais qui est aussi... j'adore la nature, j'adore le plein air, j'ai un grand besoin de m'impliquer puis d'aider la communauté. Je suis une maman, donc j'ai l'impression que c'est un endroit où je pouvais vraiment amener toutes ces facettes de moi-même au travail. Puis d'être toi, en fait. D'être... et non pas, faire, parce qu'on est beaucoup comme on dit, on est des bons élèves, on fait. Et là, parle-nous un peu de Workleap. C'est quoi un peu le parcours? Parce qu'on sait qu'il y a quelques années, la Caisse de dépôt a investi 125 millions et qu'il y a eu énormément de fusions-acquisitions dans les dernières années que j'imagine tu as pas mal fait. Tu es partie prenante d'eux. Fait que raconte-nous un peu l'histoire de Workleap.
Oui, définitivement, Workleap, c'est une super histoire. Workleap, ça a été créé... Ben, chez Workleap, on bâtit des produits logiciels pour le monde du travail. Donc, j'imagine que tu as vécu la même chose que moi. J'ai l'impression d'avoir vécu plus de changements dans le monde du travail dans les dernières 3-5 années que dans toute ma carrière. Le monde du travail a tellement changé avec la COVID, avec le travail à la maison, le travail hybride, avec l'arrivée de AI, les technologies Pardon, je ne sais pas comment dire en français, mais Generative AI. Donc, le monde du travail est en grand bouleversement. Puis, on va se le dire, j'ai l'impression que le monde du travail est rendu compliqué. Oui. C'est pas facile de naviguer dans tout ça. En fait, moi, la façon dont je le décris, là, c'est qu'aujourd'hui, la capacité humaine ou la compétence humaine n'est pas capable de suivre le changement technologique. Ça prend une grande capacité d'adaptation pour être un travailleur en 2024, définitivement. Exactement. Donc, nous, chez Workleap, ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit des outils pour qui sont simples, dans le fond. On veut rendre le travail plus simple. Donc, on a des outils, par exemple, comme Office Vibe, que tu as mentionné au début, qui est un outil d'engagement. Donc, c'est un outil qui permet d'avoir le pouls rapidement d'une entreprise pour avoir un peu un radar, pour pouvoir naviguer, puis de comprendre qu'est-ce qui se passe chez mes employés. Est-ce que mes employés, ils comprennent bien quelle est la stratégie? Est-ce qu'ils sentent qu'ils ont les bons outils pour travailler? Est-ce qu'il y a une bonne relation avec leur gestionnaire? Est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils sentent... comment ils se sentent? Donc, d'avoir un outil pour naviguer dans cet environnement-là un peu plus complexe. Donc, ça, c'est un de nos outils. Là, je vais mettre mon chapeau de coach quand j'apporte en coaching parce que je parle souvent de vous. En fait, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui fait un sondage annuel sur comment ça va avec leur équipe, on s'entend que c'est complètement désuet. Non, mais ça ne te donne pas le portrait. Ça ne te donne pas le pouce ou juste cette journée-là, tu ne files pas. Donc, aujourd'hui, il faut être capable de collecter de l'information sur l'émotion de nos gens en temps réel. Donc, c'est là que Office Vibe va embarquer. Ça peut être un sondage aux 2 semaines, tout ça, mais tout ça est automatisé avec des algorithmes qui vont te donner une mesure de taux d'engagement. Et aujourd'hui, une organisation qui n'est pas capable de mesurer son taux d'engagement, bien, comment elle peut travailler sur la fidélisation de ces gens? Définitivement. OK. Puis penser que c'est pas un taux de satisfaction. Satisfaction, c'est un des 10 critères du taux d'engagement. Oui. Mais ça va au-delà de la fidélisation parce que un des grands enjeux pour une entreprise qui a plus que, disons, 100 employés, c'est comment on s'assure que tout le monde travaille dans la même direction. Oui. Puis, c'est extrêmement difficile sans outils comme ça pour naviguer là-dedans parce que, puis un outil comme Workleap, comme Office Vibe, si ça peut dire, bien, les employés en ce moment, ils la comprennent pas, la stratégie. Comment tu veux qu'ils l'exécutent? Ou les employés, ils n'ont pas les outils. Ou ils sont pas d'accord, donc ils sont pas mobilisés. Donc, ça va au-delà de fidéliser. Ça permet vraiment de maximiser les chances d'être capable d'opérationnaliser la stratégie, d'avoir un outil comme ça parce que tu peux intervenir plus rapidement puis de dire « Hey, moi, je m'en vais là, mais moi mes employés s'en vont là. » Oui. Donc, ça peut ça ramène. Donc, l'alignement stratégique aussi, effectivement. Et là, quand on regarde, ça, c'est un, je pense, des outils phares qu'a mis GSoft, maintenant Workleap, sur la map. Et là, il y a eu différentes acquisitions, donc, de produits. Moi, c'est sûr que j'étais une fervente de didacte avec Mathieu. Mathieu est venu sur notre podcast. Définitivement. Mathieu Dumont. Donc, il nous a vraiment éduqués sur la culture d'apprentissage organisationnel. Donc, aujourd'hui, je dirais, d'autant plus, ça doit faire peut-être deux ans que Mathieu est venu sur le podcast. Avant l'acquisition avec Workleap. Puis, tu sais, Mathieu nous parlait déjà de l'importance d'avoir une culture d'apprentissage dans nos organisations. Et aujourd'hui, dans un monde où tout va extrêmement vite... Définitivement. Là, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de développer ces gens, passe à côté. Donc là, ça, c'est un autre outil. Donc, je ne sais pas comment il s'appelle aujourd'hui, mais dis-nous, est-ce que Didac est devenu Workleap? Comment on l'appelle? Dans le fond, on a la plateforme Workleap qui comprend Office Vibe, qui est un outil d'engagement, Didac, qui est plutôt maintenant Workleap Learn. Oui. Puis, on a d'autres outils comme Workleap Onboard, qui est un outil d'arrivée en entreprise, parce que souvent, on le sait que
les premiers jours, c'est très déterminant pour le succès de l'employé. Donc, on a ces outils-là. Mais si je reviens peut-être en arrière, Office Vibe, c'est le deuxième produit qui est arrivé dans l'histoire de Workleap. Okay. Donc, Workleap a été créé il y a 18 ans par Simon, Guillaume et Sébastien, qui étaient dans le fond, plus des gens ingénieurs logiciels. Puis, Simon, entre autres, qui avait fait un passage dans une entreprise en technologie de l'information, puis dans un cubicule, puis qui s'était dit, mon Dieu, mais ça se peut pas que ça va être ça ma vie. Oui. Donc, qui avait décidé de partir avec ses deux amis puis de créer leur boîte de génie logiciel avec une culture de travail qui était vraiment plus à leur image. Donc, ça a démarré un petit peu comme ça. Puis, ils ont fait quand même plusieurs années, au moins 5 ans, à vraiment faire du service logiciel. Puis, au fur et à mesure qu'ils faisaient du service logiciel, ils ont vu des problèmes récurrents chez leurs clients. Puis, un des problèmes récurrents, c'était la gestion des données. Les clients, ils ont des données un petit peu partout, les données sont éparpillées, puis on perd le contrôle. Donc, ils ont décidé de créer ShareGate, qui est un outil qui permet de migrer les données dans l'environnement Microsoft O365, qui permet d'organiser les données puis les documents. Puis on va faire parler, on s'entend, c'est le plus gros défi, ça. Oui, définitivement. Donc, je vais juste faire un retour en arrière parce que c'est vraiment ça qui a été le déclic un peu de la compagnie, parce qu'avant ça, c'était vraiment une compagnie de service. Donc, ils n'ont pas... ça a été toute qu'une histoire, par contre. Là. On pense que c'est une ligne droite chez Workleap, mais il y a eu plusieurs détours. Il y a définitivement une passion produit chez les gars. Mais ShareGate, ils l'ont jeté à la poubelle une couple de fois avant que ça fonctionne. Mais bon, bref, ShareGate... après quelques années, a finalement eu du succès. Puis par la suite, ils ont dit, on a un produit qui a du succès, on va s'essayer avec un autre produit. Puis là, ils disaient justement, on a une culture de travail qui se distingue des autres, donc on va créer Office Vibe, ça a été le deuxième produit. Puis par la suite, voyant le succès de ces produits-là, ils se sont dit, OK, on devient une compagnie de produits, on se met 100% là-dessus, on se focus. Donc, ils ont pris tous les gens de la division logicielle puis les ont mis dans les produits. Puis par la suite, on a développé le laboratoire, on a ouvert le laboratoire d'innovation qui a créé des nouveaux produits comme le logiciel d'arrivée d'employés. Puis par la suite, en grande humilité, on s'est dit, oh boy, on a travaillé fort. On est très passionné par ce qu'on fait. Puis je pense que c'est la clé du succès, là, d'avoir vraiment le client à cœur puis d'être passionné pour bâtir des produits. Mais on a aussi été chanceux. Avec ShareGate et Office Vibe, c'est très difficile de bâtir des produits. Puis on a vraiment à cœur d'offrir des outils qui vont vraiment avoir un impact pour l'environnement de travail chez les clients. Donc, on pense que c'est le temps d'amener d'autres compagnies, de faire des acquisitions, d'amener des gens qui vont pouvoir accélérer l'arrivée à cette mission-là. Donc, c'est là où on a décidé de faire des fusions-acquisitions. Puis Didac, c'était dans le fond, avec Mathieu Dumas, c'est la deuxième. Là, on a fait une première acquisition. Ça, c'était plus les actifs d'une compagnie qui faisait l'analyse de compétences en entreprise. Il avait passé 3 ans à bâtir un modèle pour permettre d'analyser. J'analyse ton profil, Cléo, puis je suis capable de dire comme, j'analyse ton profil, puis Cléo, je pense que tu as X, Y, Z compétences. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, le modèle pour identifier les compétences d'une personne. Puis c'est ce qui nous a permis de lancer rapidement notre produit Workleap Skill sur le marché, qui est un outil qui permet d'analyser les compétences puis de montrer à une personne quel est ton prochain poste dans l'entreprise, de te permettre de voir un peu quelle peut être ton évolution. Puis par la suite, là, on a décidé de faire l'acquisition de Mathieu, qui avait un super produit pour comme tu disais faire de l'apprentissage en entreprise. Oui. Puis là, on s'est dit, OK, on a une bonne recette. On a une bonne recette, puis on veut continuer à aller dans cette direction-là. Puis c'est là qu'on a décidé de commencer à considérer avoir un investisseur externe pour nous supporter dans notre stratégie d'acquisition. Puis il y a une chose que je trouve extraordinaire de GSoft à l'époque, quand j'ai entendu parler d'eux puis des connaître, c'est je pense qu'ils sont des pionniers
dans faire vivre une culture intéressante. Je me rappelle à l'époque, il y avait les fameuses capes pour remercier, pour faire valoir les emplois. Oui, j'étais là dans cette époque-là. Oui. Ça fait que je pense que, tu sais, à la base, puis c'est ça, je pense aussi, c'est que des fois, il va y avoir une dichotomie parce que tu as des ingénieurs logiciels, puis tu vas dire, ouais, mais là, ils sont juste programmeurs ou ils pensent aux produits. Mais non, je pense que c'est ce qui a fait le succès vraiment de Workly, puis c'est la combinaison d'une culture très humaine, cool, avec des bureaux où on pouvait faire du skate, là, tu sais. On peut toujours faire du skate dans notre bureau. On a un skate ramp. Malheureusement, j'ai pas de talent. Non, t'as pas de talent là-dessus. Ben nous, il y a Sonia dans notre équipe, okay. Oui, qui fait ça. Quand on est allé visiter les bureaux, on a fait wow, tu sais, elle a dit oh my God, ça serait le fun, tu sais, j'amène mon skate ici. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que toute cette magie-là qui s'est opérée, je pense, qui a créé une super belle notoriété en termes de culture d'entreprise, que c'était le ton ou une référence, je dirais même, au Québec, dans un contexte de tech, right? Puis je pense que ça a donné le ton. Puis là, ça a influencé plusieurs autres tech. Quand tu parles de start-up et tout, je pense que tu as dû voir ça aussi, qu'il y avait quelque chose de différent. Oui, hein? Oui. Oui, définitivement. Mais quand on montre que c'est possible, puis une culture comme ça vient aussi par amener ton authenticité au travail. Puis je pense que c'est dans l'air du temps aussi. Là. Je pense que c'est ce que les gens recherchent dans le travail. Donc, les gars étaient quand même un peu... Ils étaient avant leur temps, on peut dire. Avant-gardistes, avant-gardistes, parce que... je n'étais pas là à l'époque, mais quand ils ont commencé ShareGate, ils nous racontaient qu'ils allaient dans les conférences pour vendre ShareGate. Puis là, ils arrivaient là puis ils se disaient « Oh mon Dieu, mais on est les seuls en T-shirt. Tout le monde est là, tout le monde est en complet. » Mais la réalité, c'est que le client, là, en TI, là, il est en T-shirt. Oui. Donc vraiment, là, c'était les premiers à dire, ben moi, je veux être moi là, quand j'arrive au travail. Puis vraiment, c'est ce que les gens veulent, finalement. Ils veulent apporter toute leur personne au travail. Donc, je dis pas qu'ils ont influencé la culture partout au monde ou de tout le monde des non, pays, mais je pense qu'au Québec, je pense vraiment que définitivement. Oui. Puis on le voit, là, on a... Workly, on commence à avoir un grand réseau d'alumni, puis ces gens-là qui partent leur propre entreprise, puis qui apportent un petit peu un morceau de cette culture-là chez eux. Donc, de un, pour nous, c'est sûr que c'est vraiment peut-être même une fierté là, de se dire qu'on a pu avoir un impact positif sur la culture d'entreprise au Québec. Puis ce qu'on essaie de faire via nos produits, c'est de dire, bon, comment on peut mettre ça en produit, cette culture-là? Oui, processer, en fait. Pour rendre ça plus facile pour une entreprise d'y arriver. Tu parlais de la CAP. Maintenant, c'est devenu une des fonctionnalités de notre produit Office Vibe qui est extraordinaire. Moi, comme manager, là, j'adore ça. Ça s'appelle, c'est Good Vibes. Puis à chaque fois que tu réponds à un sondage, ça te recommande de faire un Good Vibes à quelqu'un. Puis ça donne des cartes pour dire, tu peux le reconnaître pour toutes sortes de raisons. Tu peux le reconnaître parce qu'il a été un joueur d'équipe, parce qu'il amène une énergie positive, parce qu'il s'est vraiment dépassé, parce que... toujours en corrélation avec les valeurs, l'ADN de l'entreprise. Exactement. Donc, ça me suggère comme gestionnaire, puis comme tout employé, d'envoyer un Good Vibe à quelqu'un. Puis c'est ça, la culture, finalement. Donc, Puis aujourd'hui, en fait, c'est quand tu regardes la réalité, c'est que ça va tellement vite que le good vibe, peut-être que tu y penses une microseconde, 100%. Mais tu n'as pas le temps, après ça, dans ton quotidien, de dire « Ah, ben c'est vrai, aujourd'hui, il faudrait que je fasse un good vibe à Catherine parce que hier, ça a été extraordinaire, la rencontre qu'on a faite avec le client, puis elle m'a donné confiance parce qu'elle savait de quoi qu'elle parlait, puis je suis pas stressée. Ouais. » Mais tu sais, c'est comme cette notion-là. Donc, aujourd'hui, c'est ça que les entrepreneurs doivent se poser, notre auditoire qui nous écoute. Quels sont les outils technologiques aujourd'hui qui vous aident à faciliter votre gestion, à devenir la meilleure version de vous-même, à être un leader inspirant pour permettre à vos gens de développer leur plein potentiel, de les accompagner? Aujourd'hui, là, ça manque partout, ça. Ah oui. Oui, puis on en demande beaucoup à nos leaders et à nos gestionnaires. Le gestionnaire est un petit peu, surtout dans un contexte hybride où ton équipe devient un petit peu ton environnement de travail. Hein? Oui. On leur en demande beaucoup aux gestionnaires et aux leaders. Donc, puis la réalité, c'est qu'on ne peut pas tout penser. On aimerait ça être parfait, mais
on a toutes nos forces puis nos faiblesses, puis on a Non, mais toutes ça va 24 heures tellement dans une vite. journée. C'est ça, Exactement. exact. Donc, Oui. moi, je le vis comme gestionnaire. Pour moi, c'est fondamental. Pour moi, un des grands plaisirs ou comme une de mes grandes sources de satisfaction comme gestionnaire, c'est de faire grandir les gens puis qu'ils se sentent, qu'ils évoluent, qu'ils sont valorisés. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur. Mais même moi qui a ça à cœur, je suis pris là, dans ma un journée, dans les quotidien, urgences, ouais. puis comme si j'avais pas un outil comme Good Vibes, ben j'en ferais pas, ou comme j'en ferais moins, ou j'attendrais ton évaluation Exactement. annuelle. Bon, évidemment, heureusement, chez Workleap, on a des évaluations beaucoup plus fréquentes que ça. En fait, tous les mois, on fait une rencontre avec nos employés, mais je passerai à côté de ça. Oui. Donc, ça prend des outils. La technologie, elle est là pour nous aider. Donc, En fait, faut on l'utiliser. a reçu Move AI. Tu sais, mais oui, des anciens de chez Workleap. Exactement. Ben oui. Tu sais, donc, Dominique et Olivier sont venus nous parler un petit peu d'intelligence artificielle et tout. Puis eux, dans le fond, ce qu'ils disaient, c'est qu'il faut voir ces outils-là technologiques comme un assistant ou faciliter des tâches répétitives dans un premier temps, mais aussi un facilitant à l'aide à la prise de décision. tu sais. Définitivement. Fait que c'est pas... puis je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas juste pour la grande entreprise. Il y a des outils qui sont adaptés pour une PME. Même si tu as 20 employés, moi, j'en ai des clients qui vont utiliser le Office Vibe puis dire, regarde, puis je pense qu'il y a même un côté gratuit. Oui. Moins de tant de personnes, je sais pas exactement, mais tu sais, l'idée pour être capable d'avoir vraiment les bonnes informations. Fait que là, on comprend vraiment le volet ou le caractère unique de Workly. Dans son ensemble, le côté culture, le côté vibe. Mais moi, j'aimerais savoir, Catherine, dans ces 8 dernières années, parce que il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont... en fait, c'est toujours une grande décision de choisir d'avoir des investisseurs puis de faire des merge and acquisition, des fusions et acquisitions. Alors, quel est ton bilan après 8 ans d'avoir osé, tu sais, demander tu sais, l'investisseur, c'était une bonne chose, tu sais? Est-ce que une entreprise qui veut croître puis qui a un super produit, tu sais, à un moment donné, tu sais, seul, on va moins loin qu'avec une gang. Fait que là, c'est un peu ça, vous êtes allés, pourquoi qu'on n'irait pas chercher ces gens-là? Fait que c'est quoi ton expérience de croissance, de financement, de fusion-acquisition? Oui, bien, moi, je suis arrivée chez Workleap en me disant, ben moi, je serais pas en produit ou je serais pas en vente, je serais pas la chef des ventes ou la chef de produits, mais moi, je vais les aider à atteindre leurs ambitions. Donc, c'est un petit peu ça ce que je voyais comme rôle. Donc, quand j'ai dit au gars, c'est pas une avocate que vous avez besoin, c'est quelqu'un pour bâtir une pratique, Oui. c'est parce que je voyais ce qui s'en venait. Oui. Donc, je pense qu'avant de penser à faire des investissements, tout bâtir la structure de gouvernance en arrière. Puis là, je parle pas de mettre du red tape, là, on veut pas ça, mais justement, des fois, pour aller plus vite, ça prend ces structures-là. Pour hyper croître, pour si hyper tu veux pas que ça... croître. Parce qu'il y a une complexité qui vient avec la croissance. Si t'as pas les fondations de ta maison sont pas solides, Définitivement. tu passes à côté. Avoir les processus en place, etc., d'avoir des rituels, donc que ça... Bon, là, j'ai parlé du droit parce que ça a été ma première porte d'entrée, mais après ça, moi j'étais ma petite entrepreneur, donc j'ai parti le département juridique. Après ça, bon, on n'avait pas de pratique de cybersécurité vraiment, puis là, GDPR, qui était un grande vague de changement à l'époque, là, où on commençait à dire il faut protéger la vie privée des gens. Nous, là, les entreprises start-up, là, quand je suis arrivée chez Workleap, là, on faisait ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas d'encadrement. Puis là, cette grande loi-là arrive. Donc, on avait vraiment besoin de commencer à se dire, OK, c'est beau nos produits, mais il ne faut pas qu'on perde la confiance des clients. Il faut vraiment qu'on leur montre qu'on est assez bien structuré comme entreprise pour qu'ils nous fassent confiance avec leurs données, etc. Oui. Donc, à cette époque-là, je voyais que c'était vraiment quelque chose qui était critique pour la prochaine étape de l'entreprise. Donc, avec le directeur de cybersécurité, on a décidé, on va se mettre ensemble. Puis je suis devenue la chef des risques à ce moment-là, qui était vraiment, je veux dire, comme vous, comme le reste de la compagnie, comme penser au futur. Puis moi, on va essayer avec notre équipe de voir comment on peut vous aider à vous rendre là sans trop vous mettre des bâtons dans les roues, tout en gardant la confiance des clients. Donc toutes ces années-là, de mettre ces
ces processus-là en place pour de dire, ben on va le faire, on veut prendre plein de risques, mais on veut le faire avec un petit filet en arrière, tout en mettant la confiance des employés, des clients. Puis par la suite, je suis arrivée sur... C'est à cette époque-là que Simon m'a dit, ben écoute, viens sur l'exécutif. Quand je suis arrivée, j'étais pas sur l'exécutif. Puis là, je suis arrivée, puis c'était très informel comme façon de gérer l'entreprise. J'ai d'ailleurs beaucoup lu les livres de Scaling Up, etc. à l'époque, là. Puis là, j'ai dit à Simon, mais Simon, tu voudrais-tu que j'aide à organiser ça? Donc, vraiment de dire, ben l'exécutif, on se met des rituels. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui est important? Les fameuses rencontres rythmées. Exactement, des et tout. Donc, avant même de penser à aller chercher de l'investissement ou même de faire des fusions-acquisitions, il fallait qu'on s'organise un peu. T'imagines si on était si on gère l'entreprise un petit peu comme en mode start-up, mais à 300, 400, là, on est rendu 500 employés. Puis là, on dit, ben on va faire une acquisition qui est très complexe d'intégrer une entreprise avec une culture totalement différente, même si on a les mêmes valeurs, même si on a des produits qui ont les mêmes objectifs. Faire l'intégration d'une compagnie, c'est vraiment quelque chose. Donc je dirais... Fait que ta recommandation numéro 1, c'est soyez solide dans vos fondations, vos valeurs, votre ADN, vos processus. Oui. Pour le jour où on fait une intégration, on se sent solide, on connaît, on est capable de se définir, on est capable de s'ajuster, d'avoir une certaine agilité organisationnelle aussi. Hein? C'est ça qui est important quand tu fais... Parce qu'il va y avoir toujours des surprises, on s'entend. Ça, c'est sûr. Là, tu as dû en vivre quelques-unes. Oui, définitivement. Donc, je te dirais, ça a été beaucoup d'années de s'organiser, dans le fond, de se structurer. Puis aussi, bon, là, on a fait ces 2 premières acquisitions-là, puis on s'est dit, OK, là, on est capable de le faire. Puis là, on a vu, bon, on est organisé, c'est clair, c'est quoi notre stratégie, on a une bonne façon d'opérationnaliser, on a des bons rituels. Là, on est prêt pour aller plus loin. Donc, c'est là où les gars qui avaient jamais eu d'investisseurs externes ou même de dette, ce qui est absolument incroyable comme histoire. Là, vraiment, au Canada, là, des histoires comme ça, il n'y en a pas vraiment. Il y en a quelques-unes des entreprises logicielles aux États-Unis, mais comme Basecamp, mais c'est assez rare. La plupart des compagnies, Shopify, Lightspeed, qui ont du succès, ils ont pris beaucoup d'investissements au début. Donc, l'entreprise existait depuis 18 ans. Jamais eu d'investisseurs et de dette. Donc, de dire, là, on sent qu'on a besoin d'un joueur, non seulement pour nous donner du financement, mais un joueur expérimenté pour nous aider à naviguer dans notre phase de croissance, nos ambitions pour nous aider à l'atteindre puis aller pour joindre les forces avec d'autres entreprises. Donc, c'était quand même une grande étape dans l'histoire de Workleap. Mais ce que je comprends, par exemple, c'est là que la Caisse de dépôt embarque. Exactement. La Caisse de dépôt avec un investissement de 125 millions. Ça a été 125 millions. Mais ce que je comprends, c'est comme si l'équipe de direction, les associés fondateurs se sont donné les moyens de leur ambition. Définitivement. Puis ça prenait une grande humilité de dire... Puis moi, c'est quelque chose que j'admire beaucoup d'eux. Puis je pense que c'est une des raisons qui a fait leur succès. C'est vraiment des gens, là, eux, puis aussi, c'est l'humilité, mais aussi, ils veulent vraiment, vraiment faire une différence avec leurs produits. C'est ça qui les anime. Fait que c'est l'humilité, mais l'ambition. L'ambition, oui. Moi, je pense que quand tu as la combinaison des deux, tu es capable à chaque étape de croissance d'aller chercher les bonnes façons de faire, ou les bonnes personnes qui t'entourent, ou d'aller chercher. Ouais. Donc, on dit pour le bien de notre mission, on a besoin d'un joueur externe qui va venir. Parce que je te dirais que l'entrepreneur québécois moyen... Ben non, on est le petit fromage du Québec, puis on fait nos petites affaires, puis ça va bien aller, puis on gère tout, puis on fait tout, tu sais. Alors que les entreprises qui, pour moi, vivent vraiment l'hypercroissance, c'est qu'à un certain moment donné, ils voient plus grand. Donc, le fameux Mont Everest, là, tu sais, que nous, on appelle le Big Hairy Audacious Goal, de dire, regarde, si je veux vraiment faire quelque chose, il faut que je sois capable de changer de gear, là, tu sais. Là, on change de c'est pas facile, puis de passer à zéro. Moi, je le vois beaucoup parce que je cherche des entreprises en démarrage. De passer de 0 à 1 million, c'est difficile. Puis de passer de 1 à 5 millions, c'est difficile. De 5 à 10, puis de 10 à 50, puis de 50 à 100, puis nous, de 100 à 150. Puis après ça, chaque étape est très difficile, puis les étapes se ressemblent pas.
Exact. Tout ce que tu as appris dans le passé, tu peux pas prendre ça. Tu peux pas penser que what got you here will get you there. De Marshall Goldsmith. J'adore son livre. Exactement. Donc, il faut, Ouais. à chaque étape, se dire, tout ce que j'ai appris, il faut que je mette ça à la poubelle, puis que je me dis, bon, là, on rentre dans une phase complètement différente. Il faut que rien que je prenne pour acquis. Donc, comment je me rends là? Puis de dire à cette étape-là de transformation de qui je dois m'entourer. Exact, oui. Parce que souvent, tu vas avoir les gens qui sont fidèles depuis 18 ans, mais finalement, il y avait vraiment besoin d'une Catherine dans leur équipe, puis ils ont été capables de l'intégrer. Tu sais, il y a ça aussi, hein? C'est d'être capable d'aller chercher les bonnes ressources au bon moment. Fait que ça, c'est super. Écoute, c'est inspirant comme ça se peut pas, là. C'est génial, là. Je dirais peut-être, il y a moi, mais je dirais, puis une des choses qui me fait lever le matin puis qui m'allume le plus chez Workleap, c'est que il y a les gars qui sont très inspirants, des génies de la création de produits, mais on a bâti une équipe exécutive extraordinaire. Oui. On est vraiment allé chercher les profils un peu partout en Amérique du Nord. D'ailleurs, là, maintenant, on recrute partout en Amérique du Nord. Puis, donc, ça va au-delà d'aller chercher la Caisse de dépôt. Maintenant, on a un conseil d'administration avec JD Saint-Martin, qui est le président de Lightspeed. Donc, vraiment, on s'est ouvert puis on s'est dit, là, on a des grosses ambitions. Là, on a besoin de monde sharp. Puis là, c'est pas nos petites affaires. C'est pas moi, je vais avoir réussi avec mon ego. Là, c'est qui les gens qui vont travailler en équipe pour se rendre là. Pour le bien corporatif et les ambitions pour avoir un impact. Oui. Moi, j'aimerais qu'on parle quand même du travail hybride. Mm-hmm. Parce que quand on parle du monde qui a changé, quand on parle du taux d'engagement, on l'a soulevé un peu, mais on s'entend-tu que vous aviez investi des sommes faramineuses dans des méga bureaux? Mm-hmm. Et là, on se retrouve des fois avec des grands espaces vides. Alors, comment Workleap le vit, le travail hybride, est-ce que ça se passe bien? Puis là, on fait du recrutement international. Comment qu'on garde cette culture-là? Souvent, c'est la question qu'on se pose. Mm-hmm. C'est quoi les grandes tendances que tu vois là-dedans? Mm-hmm. Mais je pense que c'est quand même nouveau, là, le travail hybride. Là. Oui. C'est vraiment... puis je pense que ça va prendre quelques années, voire décennies avant de s'adapter vraiment à cette nouvelle méthode-là. Donc, effectivement, nous, c'est notre travail de penser aux meilleures façons de gérer un environnement de travail. Donc, je pense qu'on a des bonnes pistes de solutions, mais on est encore en train d'y réfléchir. Puis, on teste des choses. Puis là, on dit, non, mais finalement, on pensait aller là, on peut peut-être faire un pivot. Donc, même nous, on est encore constamment en train de chercher ça. Mais effectivement, ça prend une bonne adaptation. En fait, nous maintenant, on est complètement... 100% virtuel, non? 100% virtuel. Donc, on a déterminé, on pèse les pour et le contre, puis on a réalisé que pour réaliser nos ambitions, ça nous prenait les meilleurs talents. Puis les meilleurs talents, on allait les prendre où ils sont. Donc, si tu es en Saskatchewan, puis tu es le meilleur designer pour tel type d'outil, on veut toi. Donc, on s'est dit, on veut travailler avec les meilleurs, puis on veut trouver une façon de faire fonctionner ça, le travail hybride. Donc, on travaille remote. Donc, on travaille remote. Par contre, on a des rituels en personne. Oui. Donc, au minimum 2 à 3 fois par année, on a un rituel. On amène tout le monde à Montréal pour plusieurs jours, presque une semaine, pour vraiment se parler, travailler ensemble, faire des ateliers. Puis après ça, ça va par équipe, dans le fond. Là. Peut-être des fois... moi, j'ai la chance d'habiter juste à côté du bureau, donc j'y vais souvent. Donc, je les vois passer là. L'équipe de design arrive à Montréal. Ils se sont fait un workshop. L'équipe de data était là toute la semaine dernière. Donc, après ça, c'est vraiment par équipe qu'ils créent leur propre rituel qui fonctionne pour eux. Mais de base, on est hybride. Puis qu'est-ce que beaucoup... on est remote, je suis désolée. Mais qu'est-ce qui aide vraiment pour nous? C'est la question des rituels. Oui. Trouver des rituels. Pour garder la fameuse culture qui était là. Puis je Exactement. pense que c'est ça, il faut s'adapter, il faut évoluer. Mais clairement, ce que les études montrent, et je lisais justement un article de McKinsey par rapport à ça, de dire c'est quoi les grandes tendances. C'est que la connexion humaine est essentielle pour assurer la créativité. Mm-hmm. C'est-à-dire que de faire un workshop créatif, de le faire en Zoom ou en Team, tu n'y arriveras pas. Donc, la connexion humaine est essentielle pour tout ce qui est le volet créatif. Mm-hmm. Après ça, quand les gens doivent travailler à développer ou que le mandat est clair, là, ça peut être solo, en hybride, puis pas en hybride, mais je veux dire en travail à la maison. En télétravail, j'essaie de dire remote en français, donc télétravail.
mais donc, il y a cette notion-là, mais c'est un peu ça. Puis les rituels sont essentiels. Il faut que les gens aient des rituels. Et l'autre chose que j'ai vue qui a vraiment comme effrité les cultures d'entreprise, c'est que les gens sont tous remote ou ils vont obliger de venir au bureau 1 à 2 journées par semaine, mettons, selon la grille. Ils vont obliger de venir 1 à 2 fois par semaine. Mais c'est pas tout le monde en même temps. Fait que quand tu vas au bureau puis tu es tout seul, ça, c'est horrible. C'est pas ça qui fait fonctionner une culture d'entreprise. C'est horrible. Tu dis, ben, tant qu'à ça, j'aimerais mieux être chez nous, faire mon croque-pot puis faire ma brassée de lavage. 100%. Fait que les cultures qui ont bien marché, c'est ceux qui ont dit, ben, parfait, on n'a pas le choix d'offrir une flexibilité aujourd'hui si on veut être up-to-date. Mais il y a des gens qui veulent avoir je pense à mon conjoint Éric, lui, il a obligé son équipe d'être là. Tout le monde est là le mardi et le jeudi. Fait que quand tu veux faire des rencontres d'équipe, tu veux y arriver, ben, le mardi, le jeudi, tu sais que tu vois toute la gang, ils organisent un potluck, ils font des appels. Fait que l'espèce de happening culture que tu vivais avant de connexion, tu sais que tu le vis 2 fois par semaine, puis après ça, il y a une journée flottante où tu viens. Fait qu'on doit être responsable du design de notre télétravail ou travail hybride, et tout ça doit être connecté avec des rituels qui fait en sorte que les gens, on donne du sens aux gens. Définitivement. Ah oui, puis c'est ce que les gens ressentent. Puis justement, il faut que les gens sentent une connexion à l'entreprise, puis ça se passe par sentir vraiment un sens à leur travail. Parce que si tu sens pas de sens à ton travail, tu fais tes choses dans ton petit coin, tu fermes ton ordinateur, puis là, ça se termine. Donc, d'avoir des rituels qui se rappellent, qui rappellent pourquoi on est là. Oui. Pourquoi c'est important que tu fasses ce travail-là? Oui. Puis, comment on va travailler ensemble? Donc, nous, on a des appels avec tous les employés à tous les mois où on partage en toute transparence comme notre stratégie, puis où est-ce qu'on est rendu, où est-ce que ça va pas bien. Puis toutes les équipes, par la suite, ont leur rituel. Je dois dire, nous, on trouve que ça passe aussi beaucoup par les équipes. Oui. Donc, quand je disais, le gestionnaire en a beaucoup sur ses épaules dans un contexte remote. Puis je pourrais même en parler. Nous, on pense que tout se fait remote. Tu parlais de créativité. On s'est dit, nous, on veut tout repenser. Oui. On veut arriver à un point où on est capable de faire des projets créatifs en remote, puis on pense qu'on a trouvé des bonnes formules. Okay. C'est pas facile. Ouais. Mais justement, je reviens au rôle de gestionnaire. Le gestionnaire est très clé pour faire la colle de l'équipe, la colle de l'équipe, puis amener l'équipe à travailler dans la bonne direction. Donc ça passe par le gestionnaire. Mais ça part de l'équipe exécutive qui est capable d'avoir une clarté de vision, exact, oui, un alignement, une mission, donner un sens, et qu'après ça, la cascade peut se faire dans des différentes équipes. Mais le gestionnaire, ça te prend un gestionnaire qui doit être inspirant, comme ça. Le temps passe. Écoute, et là, mais j'avais encore plein de questions. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que où va être Workleap dans 10 ans? Où va être Workleap? Écoute, c'est tellement difficile à dire parce que, comme on en a parlé au début du podcast, le monde du travail est tellement en changement. Oui. Je le vois en fusion-acquisition. On n'a pas eu la chance d'en parler, mais par la suite, après Didac, on a acheté d'autres compagnies. On a acheté une compagnie au Texas, justement. On aura un autre podcast par la suite. Oui. Mais je regarde beaucoup des entreprises en démarrage, puis c'est fou. Des compagnies qui ont été créées il y a 2 ans sur une certaine prémisse. Puis on arrive 2 ans après, puis finalement, ça a tellement changé les technologies qu'on n'a même plus besoin de ce genre de technologie-là parce que les modèles sont rendus tellement intelligents que le modèle pense à lui-même à créer ça. Ouais. Donc, c'est difficile un peu de prédire parce que le monde est encore en bouillonnement, mais certainement que Workleap, on garde le cap sur notre mission de rendre le travail meilleur. Puis, je pense notre objectif, c'est vraiment je pense que dans 10 ans, on veut sentir qu'on a bien outillé. Fait une différence dans le monde clients du travail. Dans cette période un peu de tumulte. Là. Puis aussi,
les avoir pris un petit peu par la main. J'arrive d'une conférence à Chicago avec, ça s'appelle SHRM, on avait 40 000 personnes qui travaillent dans le domaine des ressources humaines. Puis les conférences sur tout ce qui était AI, automatisation, étaient bondées. Mais ce que j'entendais le plus comme mot, c'est « j'ai peur ». OK. J'ai beaucoup d'anxiété, je ne sais pas par quel bout le prendre. Donc, je pense que de dire que dans 10 ans, on peut se dire, hey, on a rendu ces technologies-là plus faciles d'approche pour nos clients. Puis, on va avoir passé de peur à excitation pour toutes ces opportunités-là que ces technologies apportent. Donc, peut-être, ça serait un petit peu ça là, qu'on aimerait créer. Puis vraiment que non seulement les gens qui achètent nos produits, mais leurs employés dans les entreprises vont avoir peut-être fait cette transition-là plus en douceur, mais c'est sûr que on va avoir plus de produits, on est ambitieux, on veut couvrir plus de secteurs dans le monde des logiciels du monde du travail. Puis, on a une grande vision que de plus en plus, les gens des ressources humaines travaillent main dans la main avec les gens des technologies de l'information. Puis on vient de prendre la décision que l'équipe de TI était maintenant dans l'équipe de ressources humaines. J'adore. Parce qu'on voit que c'est vraiment la clé d'avoir la fusion entre les deux. Donc, on veut vraiment offrir des produits qui vont faire le pont, qui vont faire que les équipes de ressources humaines puis TI vont travailler plus de main dans la main pour vraiment créer cette expérience employée. On est vraiment au début de ça. Là, quand j'étais à la conférence, j'entendais de plus en plus. C'est ça, tu le vois. Mais tu sais, dans le fond, vous, c'est d'être, tu sais, comme un peu, vous avez toujours été dans le passé, c'est d'être avant-gardiste dans ces tendances-là, puis de développer un outil qui va bien servir l'humain. On ne remplacera pas l'humain, mais qui va aider l'humain dans sa gestion quotidienne. Puis comme tu dis, de passer de peur à excitation, je pense que c'est ça. Excellent. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé, mais la Catherine qui s'implique socialement aussi. Tu nous as parlé au début que tes parents étaient très impliqués socialement et toi, tu as des beaux rôles. Fait que j'aimerais ça terminer sur une note humaine de la Catherine qui s'implique. Donc, parle-moi un peu de tes implications sociales au-delà de tout ce parcours-là extraordinaire. Bien d'un, on a parlé que je suis née dans Charlevoix, dans la nature, puis c'est vraiment quelque chose qui... la nature m'a beaucoup donné dans ma vie professionnelle puis personnelle. Puis je me dis, j'ai eu le privilège d'en bénéficier, puis j'aimerais ça que les générations futures aussi puissent en bénéficier. La chose qui me rendrait plus triste, c'est de penser que ma fille puisse pas bénéficier de randonner en montagne et tout, ou que sa fille à lui, ou à elle, ou que ses enfants ne puissent pas. Donc, pour moi, j'ai vraiment un grand désir de protéger cette belle nature-là. Au Québec, on est tellement privilégiés. Oui. Donc, j'ai été pendant plusieurs années la présidente du conseil d'administration de la Société pour la nature et les parcs du Québec, qui est un organisme qui est mené par Alain Branchot avec beaucoup de fougue et de détermination pour vraiment protéger les espaces, protéger les forêts au Québec, puis s'assurer que les protéger d'exploitation minière, forestière et tout, pour que on puisse garder ça au plus simple. Les gens peuvent aller faire de la randonnée, mais qu'on tente de protéger le plus possible ces écosystèmes-là. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Puis maintenant, je suis sur le CA de la Fondation Espace pour la vie, qui chapeaute les musées de sciences naturelles montréalais, le biodôme, insectarium, planétarium, etc. Puis ce qui n'est pas vraiment connu du public, puis ce qui m'a interpellée chez eux, c'est qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait dans ces musées-là pour protéger la biodiversité. Puis, il y a des recherches incroyables de calibre mondial là, qui ont vraiment un impact pour voir comment régler la crise climatique. Donc, j'essaie un petit peu d'attirer l'attention vers ce qu'ils font. Puis à la fin de la journée, on va se le dire, là, c'est pas facile de naviguer tout ça. Là. J'ai une grosse job, j'ai une fille, j'ai une vie, j'ai un conjoint. Ça ajoute de dire, bon, après ça, comme mes parents le faisaient, là, j'ai un chiffre de soir pour m'impliquer dans la communauté. Mais pour moi, c'est tellement important puis de faire ma part. Puis on dirait aussi d'avoir une fille, ça me responsabilise aussi. Quel genre de modèle je veux être pour elle? Puis je veux être quelqu'un qui va avoir essayé de faire
son petit bout de chemin pour avoir un impact dans la société. Donc, Puis aussi, ça me permet de travailler, de collaborer avec des gens vraiment extraordinaires dans ces CA-là. Donc, c'est une grosse partie de ma vie, mon implication hors du travail. Fait que Catherine, j'aurais juste un mot à te dire, c'est wow. Wow! Merci d'être passée sur Histoire d'hypercroissance. Écoute, tu es vraiment inspirante. Ça me touche beaucoup, tout le partage que tu as fait et ton implication. Et moi, en fait, ce qui me fascine, c'est un peu cette clarté de vision-là avec les intentions concrètes que tu as par rapport au travail, par rapport dans ta vie personnelle. Et en plus, le rôle de maman, bien, écoute, je ne suis pas inquiète que ta fille va être fière de ce que tu vas avoir accompli puis tu vas lui transmettre ces bonnes valeurs-là. Alors, merci beaucoup, Catherine, d'être passée sur notre beau podcast. Merci à toi, mais merci aussi pour ton partage. Là, vraiment une super belle conversation. Puis, oui. Puis on poursuit ça. Excellent, merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.